9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur Sud Radio. Dans quelques minutes, Alex Darmon. Alex Darmon avec sa chaîne, le YouTube, Les Indécis, et un autre journaliste, jeune entrepreneur également, Eric Tegner, avec le média Frontières, qui seront comme chaque vendredi en fait avec nous. On va revenir sur tous les sujets de la semaine et des sujets chauds en fait du jour. On reviendra peut-être sur ce qui s'est passé à Rennes. Là, j'avais le témoignage du Jarl en fait sur la violence en fait de nouveau au cœur des villes liées au trafic de drogue. Ça nous ramène en début de semaine avec ce qui s'est passé, les attaques de prison. Hein. Bonjour à tous les deux. Bonjour Patrick. Bonjour. Bon, on va commenter ça. Avant ça, il y a des auditeurs évidemment qui sont en ligne. 0826 300 300. Vous le savez, la parole est à vous. Vous avez Radio Libre sur Sud Radio pour commenter en fait l'actualité. Dans quelques minutes, on ira du côté des montagnes. Vous avez vu, c'est impressionnant ces chutes de neige aussi. C'est un autre sujet, mais donc on ira faire un petit tour du côté de Val d'Isère, Val Thorens dans un instant. Avant ça, est-ce que c'est une bonne idée pour les municipales d'abaisser l'âge du vote à 16 ans. Qu'en pensez-vous? Puisque vous avez vu, il y a des maires qui en reparlent et il y a en fait des témoignages. Tiens, au 0826 300 300. C'est Céline de Bordeaux qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Monsieur Bourdin, comment allez-vous? Oui, alors c'est Patrick Roger là, vous le savez. Céline, oui, non mais je sais bien. Bien sûr, mais parce que Jean-Jacques était juste là avant, bien sûr, pour la matinale. Non mais je vous en prie, ma chère Céline. C'est une bonne ou une mauvaise idée alors ça? Alors moi je pense qu'on prend toujours les choses du bon côté. C'est-à-dire que ce qu'il faut en fait c'est que la classe politique devienne vraiment un modèle. Ce qui n'est absolument pas le cas. Alors la désaffection des jeunes pour la politique, elle est liée essentiellement à ça. Donc en fait mettons un peu d'ordre là-dedans et après on verra s'il faut abaisser ou pas l'âge pour des jeunes pour voter. Parce que franchement c'est quoi encore cette mesure? C'est électoraliste. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire les 16 ans d'aller voter alors que les 18 ans déjà franchement ils en ont rien à faire. Quel âge ont vos enfants, Céline, vous? Moi, les 14, 18 et 20. Et celui de 20 ans, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aux dernières élections présidentielles, je lui ai mené la vie dure pour qu'il aille voter. Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, mais ça fait des décennies que vous faites rouler dans la farine, comment vous arrivez encore à vous motiver à voter? Et moi, j'étais à fond. Zemmour avait monté sa liste, Marion Maréchal l'avait rejoint. J'étais à moitié hystérique. Et donc, je me suis quasiment fritée avec lui pour qu'il aille voter. Il est allé voter. Et quelques jours après, il y a eu le divorce de Marion Maréchal avec Éric Zemmour. Ah oui, parce que vous étiez derrière. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit ça va, tu vas passer le cap. Et je me suis dit, bah oui, mais quel exemple on leur montre, franchement. Donc qu'ils aient 18, 16, machin, ça change rien, c'est pas ça le problème. Ah mais je comprends votre réaction. Eric Tegner, Alex Darmon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous adressez beaucoup, notamment aussi à un public de jeunes. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas? Vous avez vu, Céline a dit bon. Alors déjà, pour rassurer Céline, je pense que la déception en politique, c'est comme dans les couples. Ça arrive à chaque fois, mais vous verrez. À chaque fois. Non, mais ce que je veux dire, c'est on descend, on remonte. Non, mais la déception, vous savez, c'est pas forcément fatal, ce que je veux dire. C'est les engueulades. Donc la prochaine fois, elle aura la même énergie pour aller voter, peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc ça se maintient. Moi, je suis pour l'abaissement, notamment, par exemple, de la majorité pénale. À 16 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes... majorité pénale. Je pense qu'il faut les responsabiliser. Il faut globalement faire en sorte d'avoir plus de sanctions, etc. Et donc, oui, le vote, pour moi, devrait suivre. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, s'ils veulent voter, ils votent. S'ils veulent pas voter, ils votent pas. Moi, je suis complètement contre. Enfin, je veux dire, déjà, ça serait bien de faire voter les adultes, pour commencer. Avant de vouloir... C'est une mesure électoraliste, mais complètement. On sait très bien à qui elle va profiter, cette mesure électoraliste, de faire voter... c'est quand vous êtes plus jeune, vous votez plus à gauche. Donc, vous croyez? Bah oui, j'en suis même sûr, très honnêtement. Dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires, vous votez plus à gauche. Donc c'est pour moi une mesure complètement électoraliste, et deux, franchement, je pense que les jeunes, ils ont, à mon avis, beaucoup d'autres chantiers à traiter aujourd'hui. On parle de leur santé mentale souvent, de leur savoir comment il faut payer les impôts, comment on s'insère dans la vie professionnelle. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'autres priorités
priorité pour eux que de leur demander d'aller voter. Et je vais vous dire autre chose. C'est d'abord, alors après ça dépendra des élections, parce que je pense pas que ça concerne toutes les élections. C'est pour les élections locales. Oui, mais c'est vrai. Pour les municipales. Voilà. Il faut quand même se dire une chose, c'est qu'en France, on est quand même le pays où on appelle les électeurs à voter tous les ans quasiment. Ouais. Tous les ans. Donc déjà là, on va encore rajouter aux jeunes de 16 ans à aller voter tous les ans. Enfin franchement, je comprends pas l'intérêt. Le problème, je trouve, c'est pas qu'on les appelle souvent à aller voter, c'est qu'une fois qu'ils ont voté, on respecte pas leur vote. Moi, je trouve que c'est plutôt le grand problème. Je pense par exemple que ça serait intéressant d'avoir beaucoup plus de référendums. Tiens, référendum, on pense à celui de 2005. Je pense aux élections législatives où au final on voit un gouvernement aujourd'hui avec tous ceux qu'on ne voulait plus. Non, mais c'est quand même le bloc central qui a fait le moins de scores. Oui, mais c'est bien ça le problème, c'est que le jeu il est un peu faussé. C'est ce qui fait que les gens ils vont pas voter. Je suis pas d'accord avec ça. Finalement, vous rejoignez un peu Céline. Céline, vous avez entendu Alex Darmon et Éric Tegner. Parce que oui, c'est vrai, je ne l'avais pas précisé. C'est pour les municipales, Céline. Oui, mais peu importe. En fait. En effet, faisons en sorte que les plus de 18, les plus de 20, les plus de 30, les plus de 50 soient motivés à aller voter et respectons en effet leur vote. Mais abaisser à 16 ans, objectivement, pour moi, c'est encore un truc à la noix, quoi. C'est de la démagogie, c'est sûr. Mais on a merci à vous, Éric Tegner, Alex Darmon. On va continuer de débattre avec vous dans quelques instants. Juste avant ça, je voudrais qu'on fasse un petit détour par la montagne, parce que ça fait partie des images assez frappantes en cette période où nous avons passé la mi-avril et ces chutes de neige assez impressionnantes en Savoie. Nous sommes avec Luc qui est avec nous, Luc Reversade, qui est le patron, le créateur de la Folie Douce aussi. Vous avez la Folie Douce, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un établissement en haut des pistes où on peut aller faire un petit peu la fête quand on va faire du ski. Luc Reversade est avec nous du côté de Val d'Isère. Bonjour. Bonjour. Bonjour Luc. Alors, il est tombé énormément de neige aussi du côté de Val d'Isère en cette période. Est-ce que vous qui connaissez parfaitement la montagne, vous avez été surpris ? Oui, un petit peu surpris pour la quantité de neige, mais autrement, il est vrai qu'il neige aussi souvent à cette période, surtout à Val d'Isère. Oui, parce que c'est vrai, Val d'Isère, vous êtes assez loin et très haut, quoi. Hein. Voilà, nous on est à 2400 mètres d'altitude. Pour vous dire, hier on a laissé un peu plus d'une vingtaine de personnes pour déneiger la terrasse de la Folie Douce. Et ce matin, la terrasse est déneigée. Et ce matin, on a un temps extraordinaire. On n'a pas de nuages. Donc voilà, il faut que tout le monde soit à la tâche pour déneiger les routes, bien sûr, déneiger les accès. Les pistes sont damées, enfin pour la plupart, et voilà, et pouvoir recevoir les touristes, parce que le week-end de Pâques c'est un très très gros week-end en montagne. Oui, ça reste un gros week-end, quoi. Souvent on dit d'ailleurs que c'est au moment de Pâques, c'est la fermeture des stations, de certaines stations, pas toutes bien sûr, parce qu'il y en a qui. Oui, effectivement, les stations, si vous voulez, par exemple, les stations qui sont à 1000 mètres et les grandes stations comme Mégève, Morine, il y a beaucoup de stations qui sont fermées à cette époque-là, Courchevel, Méribel également, mais par contre à Val d'Isère et à Val Thorens, c'est des stations qui restent ouvertes jusqu'au 1er mai. Jusqu'au 1er mai, c'est ça, parce que vous êtes plus haut, vous bénéficiez de bonnes conditions d'enneigement, quoi. Hein. Oui, très très belles conditions d'enneigement. Là, bien sûr, effectivement, il a neigé, nous, sur la terrasse, il y avait 1,50 m de neige à déneiger. Je vous assure qu'on a travaillé toute la nuit d'arrache-pied. J'imagine. Et donc ça va continuer. Il y a du monde en cette. La station de Val d'Isère est pleine, 100%. C'est absolument extraordinaire un week-end comme ça. Alors nous, on avait même une opération qui s'appelait Foot Fraise. Comme vous êtes dans le sud, vous voyez, on fait venir des fraises de Saint-Rémy de Provence, et on a des grands chefs comme chefs étoilés comme Sébastien Boxon et Sébastien Bouillet qui nous accompagnent pour tout le week-end. On fait un week-end Foot Fraise. Voilà, ça fait du bien de sourire et tiens, on se met dans l'ambiance de la Folie Douce, quoi.
Voilà, c'est ça, évidemment, sur les pistes. On y est. C'est vous, le créateur, il y a quelques années, de cette Folie Douce qui existe à Val d'Isère et qui s'est développée également dans d'autres stations. Merci et bon week-end. Merci, Luc Reversade, d'avoir été avec nous pour ce petit clin d'œil. Ça vous donne envie, ça? Ah oui, ça me rappelle. J'adore. J'étais à Chamonix la dernière fois. C'était au mois de janvier, qu'il y a une Folie Douce là-bas aussi. Ça, je me rappelle l'école de commerce à Grenoble où on allait au Val d'Isère tous les week-ends, quasiment tous les week-ends, à la Folie Douce, justement, faire la fête. Souvent plus la fête que du ski. Allez, changement de décor, un peu d'humeur dans La Vérité en face, d'humeur et d'humour aussi, ça fait du bien. Dans La Vérité en face, Alex Darmon, Éric Tecner. On va revenir aussi sur tous les sujets en fait de la semaine. François Bayrou, on ne travaille pas assez. Bernard Arnault qui nous dit qu'il faudrait une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Ça vous fait réagir 0826 300 300. Et puis, il y avait le sommet aussi de l'Ukraine hier. On en a parlé, mais on n'en parle pas non plus énormément. Alex Darmon, ça vous interpelle? 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face avec Alex Darmon, donc évidemment qui intervient chaque vendredi pour ce débat face à Éric Tecner et également Média Frontières. Dites donc, Média Frontières, il est bien en une de la plupart des kiosques. Je l'ai vu encore ce matin, avec votre une sur LFI. Ils voulaient pas nous avoir à l'Assemblée nationale, ils voulaient nous interdire, donc on s'est dit qu'on allait répliquer en faisant une grande campagne d'affichage dans Paris. C'est assez intéressant. C'est que dans Paris? Là, c'est dans Paris, région Île-de-France aussi. Région Île-de-France, sur les kiosques. Les kiosques, c'est assez impressionnant. Vous allez nous en parler dans un instant. Alex Darmon aussi. Oui, alors il y a eu cette déclaration, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, donc forcément un peu, autour de Bernard Arnault, qui dit qu'il faudrait une grande zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Il s'est expliqué, on en a parlé ce matin en fait sur Sud Radio. Ça vous fait réagir d'ailleurs, 0826 300 300. Arnaud de Vannes est avec nous. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. En Bretagne aussi, un petit peu éloigné quand même de Rennes, là où vous êtes à Vannes, où vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est assez terrible ce qui s'y passe avec ces fusillades sur fond de trafic de drogue. Sur Bernard Arnault, alors, qui demande une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Qu'en pensez-vous ? Tout ça c'est lié. À partir du moment où il y a une instabilité dans les régions, on comprend que nos chefs d'entreprise et exportateurs se posent des questions pour implanter des unités. On a parlé récemment hier ou avant-hier de Safran, là, le PDG de Safran, qui ne veut plus implanter d'entreprise là où il y a des municipalités écologistes. Donc faut comprendre. Il faut absolument baisser les impôts sur la production. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment attirer et on fait l'inverse, attirer les compétences alors qu'on fait l'inverse. Ouais. Vous mêlez un peu les deux sujets, Arnaud. Vous estimez qu'ils sont liés, quoi, entre ces des grands patrons qui prennent la parole. Donc, et c'est vrai, le patron de Safran, qui dit moi, dans certaines villes écolo, même s'il continue à discuter à Lyon avec le maire Grégory Doucet pour l'installation d'usines. Mais à Rennes, il a dit, puisque une partie de la majorité municipale qui est écolo ne voudrait pas de notre entreprise chez nous, moi je vais arrêter de discuter avec ces municipalités, quoi. Mais oui, moi je trouve que ces PDG sont très courageux de persévérer par souci patriotique, de conserver leur activité en France. Ils prennent des tomates quand ils installent des emplois, 500 emplois, comme disait le PDG de Safran. Non, les maires écolos font la moue, et plus que la moue, puisqu'ils balancent des tomates sur ceux qui veulent implanter. Donc ça va pas du tout. Faut revitaliser les régions. Baisser le taux d'impôt sur les sociétés. Moi je suis tout à fait solidaire de ces grands patrons, ces grands capitaines d'industrie qui sont des moteurs d'emploi pour notre pays. Merci Arnaud de votre témoignage. Alors c'est vrai, ça se déplace un peu sur le terrain des grands patrons qui commencent à prendre la parole.
Patrick Pouyanné l'a fait de temps en temps du côté de Total Énergie. Donc là, Bernard Arnault, parce qu'évidemment, il voit son business. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il demande cette zone de libre-échange, entre guillemets. Alors, il s'explique après. Hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais Alex Darmon, Éric Tegner. La raison première, effectivement, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas de honte ou de scandale à avoir, c'est qu'effectivement, il voit son business, il a besoin, et ça repose une partie de sa production et de ses ventes sur l'exportation. Mais moi, je retiens pas ça, je retiens que c'est Bernard Arnault qui en parle. Et je pense que c'est extrêmement important, parce que Bernard Arnault, ces dernières semaines, on a dit, regardez, il est proche de Donald Trump, on l'a vu derrière à la Maison Blanche lors de l'investiture et tout. Effectivement, comme vient de le dire Arnaud, ces chefs d'entreprise, ils ont du courage, et lui, il en a en ce moment du courage pour dire, je suis pas d'accord, entre guillemets, je suis pas d'accord, ou en tout cas, je veux qu'on tende vers une autre situation, une autre solution pour l'Europe et pour la France. Donc c'est très bien qu'il le fasse, et on devrait ce matin tous se réjouir qu'un patron de son envergure le fasse, je trouve. Éric Tegner ? Moi, je partage l'avis. Je trouve d'ailleurs que ça fait plusieurs mois que les patrons commencent à se rebiffer, on dit. Ça correspond quand même à une perte de contrôle de la part du président Macron, parce qu'avant, ils étaient plutôt alignés sur le président. Ils le laissaient parler, et c'est depuis l'ère Barnier où il y a eu la question d'est-ce qu'on va augmenter les taxes sur les impôts, etc., qu'il y a eu un début de révolte quand même du côté du grand patronat. Et ce que dit Bernard Arnault est très intéressant, parce que quand il va expliquer que Bruxelles aujourd'hui est dirigée plus par des bureaucrates que par des politiques, en règle générale, on entend ça du côté, disons, des qualifiés eurosceptiques d'extrême droite, etc. On réalise que non, aujourd'hui, une des principales fortunes mondiales le pense. Donc c'est intéressant. Et l'autre point sur lequel il faudrait voir, on voit L'Oréal qui pense aussi à délocaliser une partie de ses usines aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, le grand danger de l'économie française, c'est l'extrême gauche. Et ça, c'est important de le dire au patronat. Vous savez, c'est-à-dire, moi, j'ai ma marotte. Ça nous ramène à votre marotte. Bien sûr. Votre marotte. Vous tapez tout le temps sur... Le grand patronat, moi, que je soutiens pour beaucoup de choses, milite depuis des années pour, vous savez, l'arrivée d'immigration sur les métiers en tension, etc. Là-dessus, ils sont complètement alignés avec l'extrême gauche. Et en règle générale, ils ont véhiculé l'idée que le Front républicain, etc. Non, aujourd'hui, l'extrême gauche et la gauche aussi socialiste, la gauche écologique, est anti-croissance. Et ça, il faut qu'ils se réveillent à nouveau. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura une bascule, et la bascule, elle peut se faire du côté de Sandrine Rousseau, qui, lorsqu'on l'interroge sur Safran, dit 500 emplois, ça sert à quoi ? Donc il y a des questions, et ça revient d'ailleurs aussi sur le champ politique ou autour de l'emploi, du travail, de notre économie. François Bayrou, vous dites, Alex Darmon, qu'on ne parle pas suffisamment de François Bayrou dans les débats d'une façon. Non, mais c'était ça. Vous proposiez ça comme un sujet. On en a parlé cette semaine quand même il a dit la France ne travaille pas suffisamment. Franchement, quelle place il prend dans les JT, François Bayrou ? Ah oui, c'est vrai. Et son gouvernement. Enfin, excusez-moi, mais c'est quand même le Premier ministre de la France. Quand on parle de lui, malheureusement, c'est pour des affaires extra-politiques. Donc Bétarab. Et effectivement, on en parle un petit peu cette semaine parce que il dit qu'il va falloir faire des efforts financiers. Mais c'est quoi le cap de François Bayrou ? Quelle est la ligne éditoriale, si je peux me permettre, de son passage et de son mandat en tant que Premier ministre ? Rien, en fait. Honnêtement, je vois pas où est-ce qu'on va. Tout à l'heure, Eric, tu disais... On s'est retrouvé avec Manuel Valls, ministre des Outre-mer, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe là-bas, dans ce ministère. C'est qu'on voit qu'il y a des négociations qui sont faites, il y a quand même un cap qui est arrêté, tant à Mayotte, il y a une loi d'urgence d'ailleurs qui doit tomber pour Mayotte, voilà. On voit qu'il y a, qu'il y a un homme d'État qui est en train de se saisir d'une question qui sont les Outre-mer, et une question importante, 3 millions de nos concitoyens. Sur le reste... Franchement, Elisabeth Borne, je ne sais pas ce qu'elle fait à l'éducation nationale, je ne l'entends pas. François Bayrou, en tant que Premier ministre, je suis désolé, mais on ne l'entend pas. On ne sait pas. Là, on commence à entendre, vous savez pourquoi cette semaine, mais sur pour les France ne travaille pas assez. Pour les hausses d'impôts, pour les hausses d'impôts, mais il n'y a pas que... vous pouvez pas que ça. Non, mais vous pouvez demander une hausse d'impôts, il n'y a pas de problème. Mais il y a plein d'autres choses. Enfin, il n'y a pas de problème. On pourra en parler. Quand je veux dire, ça peut être bien sûr qu'il y a des problèmes, on n'a pas envie de payer d'impôts, mais on pouvait demander une hausse d'impôts si elle est accompagnée d'une politique à côté. À côté de ça, il n'y a rien. Et pourquoi ils demandent une hausse d'impôts ? Moi, mon analyse, c'est de me dire aujourd'hui, ils sentent qu'ils ont un peu les mains un peu moins liées à une motion de censure de la part du Parlement, parce que demain, s'il y a motion de censure, notamment de la part du RN, je pense que le président de la République, il va pas s'embarrasser, et dans 2 mois, il dissout l'Assemblée nationale et on repart
pour des législatives, et dans ces cas-là, Marine Le Pen, elle revient pas, à cause de la sanction qui lui a été adressée il y a quelques semaines. Donc, en fait, là, il faut que tout le monde se bouge un petit peu, sinon on va tomber dans une liturgie horrible, et ça va être vraiment très très long. On est déjà dans une situation difficile, une forme d'impasse, quoi, quand même. Non, mais vous pouvez avoir une forme d'impasse s'il y a des débats et s'il se passe quelque chose. Il ne se passe rien. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est devenu vraiment un stade de football où tout le monde se rentre dedans, mais aucun projet de loi n'en sort. Aucun. Ouais. C'est même une sioule, c'est-à-dire que c'est complètement désorganisé comme match. Alors nous avions la présidente de l'Assemblée nationale tout à l'heure qui disait qu'elle essayait justement de remettre un peu de l'ordre, elle a remis les règlements, etc. C'est vrai que c'est agité, c'est compliqué, quoi. Oui, mais Patrick, moi ça me dérange pas que ça soit agité, ce qui compte c'est qu'est-ce qui en sort. Sauf qu'on sait tous très bien que ce sont 2 ans perdus. Voilà, ce sont 2 ans perdus. La seule chose qu'on demande au gouvernement actuel, c'est de pas claquer tout notre fric. Et pas de flinguer la croissance en faisant des augmentations d'impôts, etc. Donc c'est la seule chose qu'on leur demande. Mais ne soyons pas naïfs. Si au moment justement de la dissolution qui a été ratée, la question de la démission du président Macron a été posée avec autant d'insistance, ce n'était pas pour rien. Parce que le sujet c'était est-ce que la France peut se permettre de perdre 2 ans? Donc il ne faut pas se surprendre. Moi, François Bayrou, je n'en attends pas grand-chose. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi ils n'ont pas réussi à faire des grosses réformes les 8 dernières années alors qu'ils avaient la majorité, qu'on disait même que Emmanuel Macron avait tous les pouvoirs et que d'un coup, ils vont se réveiller. Moi, ce que je note, par exemple, ce qui me scandalise beaucoup plus, c'est qu'il y a une commission d'enquête qui vient de se terminer, qui a montré comment, en fait, on a maquillé les comptes de l'État, comment Gabriel Attal, Bruno Le Maire ont refusé d'écouter les différentes alertes. On a quand même caché des dizaines de milliards d'augmentation de notre dépense publique. Et ça, on n'en parle pas. C'est le sujet, en fait, de ces gens qui ne seront jamais convoqués devant un tribunal pour avoir dilapidé l'argent des Français. Et ça, on essaie de passer sous le tapis. Et moi, c'est ça qui me révolte aujourd'hui. Non mais sur les 8 dernières années, on peut pas dire que rien n'a été fait. D'abord parce que 1000 milliards de dépenses. Non mais ok. Non mais peut-être. Mais d'abord parce qu'on a enchaîné les crises. 300 milliards le Covid. Il y a 700 milliards. Non mais il n'y a pas que le Covid. Il y a les gilets jaunes avant. Les gilets jaunes, ça a été 2 ans et ça peut être tout à fait légitime. On pourra en parler. À partir de là, oui, parce que les gilets jaunes ont alerté sur une situation. Sur les 80 km, très bien. Mais n'empêche qu'il y a eu le 80 km/h. Il y a eu la retraite. Et l'idée aussi de se dire attention. On a un sentiment d'abandon, nous, en fait, dans la France périphérique. Non, mais j'entends bien, mais je ne dis pas que. Qu'est-ce qu'on fait pour cela, quoi? Non, mais je ne dis pas que les demandes des Gilets jaunes à l'époque n'étaient pas légitimes, bien au contraire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on parle des 1000 milliards de dettes tout le temps, mais bien évidemment, mais vous vous rendez compte que depuis 6 ou 7 ans, et c'est pas pour prendre la défense du président Macron, mais depuis 6 ou 7 ans, les crises, on les a enchaînées. Les crises, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient, comme tu l'as dit, la crise des Gilets jaunes est intéressante parce que authentiquement, c'est la crise dont est responsable Emmanuel Macron. Ok, la guerre en Ukraine, c'est pas lui. D'accord, la guerre en Ukraine, c'est pas lui. Le Covid, c'est pas lui, même si on aurait pu en sortir beaucoup plus tôt et beaucoup le disaient. Mais la crise des Gilets jaunes, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron. Il a provoqué les Français. Il les a provoqués, il a mis de l'huile sur le feu. Quand il va dire allez me chercher, etc. Ça a complètement flingué son mandat, c'était pas pour rien. Et notamment Édouard Philippe aussi, qu'on pense beaucoup comme successeur en 2027, qui a eu cette merveilleuse idée des 80 km/h à l'heure. Ce sont des gens déconnectés. D'accord, mais attends, Eric. Mais bien sûr, c'est très bien. Une partie des Français déteste Emmanuel Macron. Justement, une partie des Français déteste Emmanuel Macron, mais c'est pas à lui. Et on l'a élu et on l'a réélu. Et c'est pas à lui qu'on doit la crise des Gilets jaunes. La politique, c'est long, tu le sais mieux que personne. Et je veux dire, ça fait 30 ans en fait, c'est 30 ans d'accumulation. Mais c'est facile. Dans ces cas-là, c'est aussi facile de dire que c'est qu'Emmanuel Macron le responsable. Non mais attends, je suis désolé, en 2018, effectivement, quand la crise des Gilets jaunes, elle part, c'est pour les 80 km/h, et on l'oublie aussi un petit peu, c'est aussi pour l'annonce de la réforme des retraites, comme tu viens de le dire, sur Édouard Philippe. Voilà. Et qui nous annonce qu'il va revenir pour l'élection présidentielle. Et puis c'est tout ce qui s'est passé pendant 30 ans avant, qui n'ont pas été traités, notamment, vous en parliez Patrick, dans les territoires urbains. Donc en fait c'était une accumulation. Ce qu'on doit effectivement sans doute à Emmanuel Macron, c'est la mauvaise gestion de cette crise, la mauvaise sortie de cette crise, où il n'y avait pas d'autorité, et parce qu'il y avait peut-être pas d'expérience au sommet de l'État. Les causes profondes de la crise qui existent encore, il n'y a pas de révolte des Gilets jaunes, pourtant elles existent. Les causes profondes de la crise ne dépendent pas d'Emmanuel Macron. En revanche, le fait qu'il y a eu une crise et qu'ensuite elle n'ait pas entraîné véritablement de conséquences positives, ça c'est fondamentalement la faute d'Emmanuel Macron. Mais je suis désolé, Macron il s'est fait élire en 2017.
2017 sur ces mots au chaos, la démagogie, le populisme de l'extrême centre, il a su l'utiliser à fond. Et maintenant, il faudrait qu'il soit pas responsable. C'est un peu abusé. Nous poursuivons La Vérité en face sur Sud Radio. C'est jusqu'à 10h avec vous, Alex Darmon, Éric Tegner. Alors, Éric Tegner, vous évoquez aussi, vous LFI, j'ai dit en une de votre média, Frontières, LFI aussi, qui veut une commission d'enquête sur l'islamophobie dans les médias, notamment à propos du port du voile. Est-ce que c'est un problème ou pas? Nous l'évoquons dans un instant dans La Vérité en face. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, c'est jusqu'à 10h sur Sud Radio. Et Alex Darmon et Éric Tegner. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous le savez, vous avez le standard ouvert avec, bien sûr, notre ami Manu, qui est là, avec Jamel, toute l'équipe de Sud Radio, jusqu'à 10h. Il y a cette question du port du voile. Dans notre société qui est relancée, et LFI d'ailleurs qui a demandé qui voudrait une commission d'enquête sur l'islamophobie dans les médias, notamment parce que il y a eu un doc qui a été diffusé cette semaine sur CNews, je crois, ou un débat, une soirée autour de la question en fait du port du voile dans la société. Deux visions s'affrontent sur ce port du voile. Vous, votre position, effectivement, Éric Tegner. Alors déjà, il faut rappeler que l'islamophobie, c'est un concept qui a été créé par les frères musulmans. Donc ça ne m'étonne pas que LFI souhaite reprendre cela et en faire une commission d'enquête. On n'est jamais surpris. Moi, sur le voile, et d'ailleurs ce doc, moi j'étais dans les débats qui suivaient le doc sur CNews. Moi, j'ai la position suivante, consiste à dire que on peut pratiquer aujourd'hui la religion musulmane sans avoir besoin de porter le voile. Et que le problème du voile aujourd'hui, c'est la question de la masse et de la démographie. On a énormément de musulmans en France, ce n'est pas un problème du tout. Ouais. En revanche, si on constate que notamment chez les plus jeunes, il y a une poussée du port du voile, on va se retrouver demain par une occupation de l'espace public à travers des revendications religieuses. Et ça pose problème parce que ça crée une pression. Et donc cette dimension de masse et de démographie doit pousser à ce qu'on puisse faire un choix. Ce choix, c'est l'interdiction, je le pense, du port du voile dans l'espace public. Et je pense d'ailleurs... l'espace public, c'est compliqué l'espace public à définir. Mais Patrick, en fait, je vois pas pourquoi on l'interdirait pour les professions sportives au point que des gens qui sont courageux, qui essayent de faire du sport, on leur dise finalement tu peux pas faire du sport, et pas dans l'espace public. C'est une logique de cohérence en fait que je propose. Et je pense d'ailleurs que ces musulmans modérés, si on leur proposait, si on leur disait écoutez, la France en ce moment ça va pas bien, vous devez faire un choix, et ce choix c'est le voile, vous le laissez à la maison, je pense qu'ils choisiront ça. Et c'est un choix de force en fait et de clarté. Ouais, vous croyez, Alex Darmon, votre position, vous? C'est toujours extrêmement compliqué. Ouais. Parce que la laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est de laisser vivre chacun comme il l'entend, effectivement, dans l'espace public. Quand je dis l'espace public, ça ne veut pas dire l'espace institutionnel ou l'espace de l'État. Ouais. Donc ça voudrait dire pouvoir laisser les gens se couvrir la tête s'ils veulent se couvrir la tête dans l'espace public. Mais quand je dis espace public, je le répète, c'est les parcs, c'est les choses comme ça. Bon. Se voiler s'ils souhaitent le faire et tout. Maintenant, dans l'analyse d'Éric, moi je la trouve pertinente cette analyse et je la trouve intéressante et je dis pas qu'il a tort. Il faut les sociétés évoluent, les sociétés changent et les cultures se modifient avec le fil du temps. Et effectivement aujourd'hui vous avez, et c'est pas un problème du tout, plus de musulmans qu'avant en France. Mais pour moi c'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'on peut pas juste dire on interdit pour interdire. Il faut essayer d'expliquer, il faut essayer de comprendre, et puis des deux côtés d'ailleurs. Il faut essayer d'expliquer et de comprendre pourquoi on veut interdire, et de l'autre côté, de la part des musulmans de France, il faut accepter aujourd'hui, je le répète, il faut accepter de vouloir créer un islam de France aussi. Et de pas se dire, d'avoir ce marronnier chaque fois qui va revenir, dire on va essayer de créer un islam de France avec Nicolas Sarkozy, avec Bernard Cazeneuve, et on n'y arrive jamais, et c'est qu'avec cette religion qu'on n'arrive pas à créer un islam de France, parce que peut-être qu'à l'intérieur, entre eux déjà, ils n'arrivent pas à s'entendre. Si déjà on arrive à organiser le culte musulman en France, on pourra peut-être ensuite organiser sa diffusion et le fait de pouvoir pratiquer librement sa religion en France. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une loi de 2010 déjà, qui a été proposée par Jean-François Copé sur l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Pourquoi on n'applique pas cette loi ? Je pose la question. Alors, elle va jusqu'où ? Parce que Jean-François Copé, il dit, lui, que de toute manière, il y a une situation de fait aujourd'hui dans notre société. Et que. Alors, très intéressant ce qu'il dit.
Oui, mais je suis d'accord. Vous voyez, en fait, il fait partie de ceux, moi, que je ne peux plus les écouter. Donc, ça veut dire qu'il dit quoi? Il dit oui, mais c'est une bonne idée ce que vous dites, le problème avec l'islam, etc. Sauf que c'est trop tard, fallait le dire il y a 25 ans. Ouais. Je savais pas que Jean-François Coppier, il avait 20 ans, lui, qui a 25 ans, il n'était pas responsable politique il y a 25 ans, quand il y avait des gens qui tenaient ce type de discours et qui disaient attention, dans 25 ans, il va se passer ça et on pourra plus rien faire. Eric, lui, il est traité d'extrême droite et xénophobe. Moi, justement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense qu'il n'est pas trop tard. Et il n'est pas trop tard si maintenant on interdit le voile et qu'on affirme aussi le fait que oui, la France c'est un pays de judéo-chrétiens. Partout. Bah oui. Si, mais je vois pas le problème. Il y a des pays qui portent pas le voile en fait. Rappelez-vous ce que disait Nasser sur le port du voile. À un moment, il y a des pays. Donc c'est ça le sujet. Et moi, j'ai pas envie que dans 25 ans, je me retrouve à nouveau sur ce plateau si vous continuez à m'inviter, comme vous le faites si gentiment, et que j'ai en face de moi un Alex Darmon qui me dit mais Eric, fallait le dire il y a 25 ans. Mais là, on sortira la bande. Non mais c'est pas ce que j'ai dit déjà pour commencer. Tu parles de Jean-François Copé. Jean-François Copé, on est en 2025, il y a 15 ans. Il a proposé cette loi et rappelle-toi, à l'époque, je pense qu'on commençait, et toi et moi, peut-être moi plus que toi, notre carrière de journaliste politique dans les médias et que tout le monde lui tombait dessus. C'était au moment du pain au chocolat, tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Donc Jean-François Copé, il a jamais mis de côté cette question, bien au contraire. Et aujourd'hui, je trouve que c'est effectivement celui qui est le plus lucide dans la classe politique en disant bah vous avez laissé faire. Moi j'ai pas laissé faire. Vous avez laissé faire. Maintenant, il faut qu'on puisse s'adapter à la situation et proposer des nouveautés. Vous ne prenez pas en compte la dimension démographique. Merci je te dis que tous les deux. Alex Darmon, Eric Tegner. Dans un instant, c'est Valérie Expert avec bien sûr Gilles Gansman. La partie média dans un premier temps, c'est l'animateur Christian Morin. Et ensuite, les débats qui se poursuivent ce midi encore, bien sûr, et puis en permanence sur Sud Radio, dans les vraies voix ce soir. Et le rugby aussi, bien sûr, ce week-end. La matinale Jean-Marie Bordry, demain. Allez, passez une bonne journée. Un bon week-end.